Bienvenue à vous tous et à vous toutes qui nous rejoignez pour l'info du vrai l'événement intitulé ce soir « Virus, le renfort vétérinaire ». Karin Veto a donc rejoint le comité scientifique tout à fait officiellement. Rappelons que la pandémie est d'abord une zoonose. Faute de pangolin, c'est la chauve-souris qui en serait la cause. Les labos vétérinaires, eux, vont rentrer et sont rentrés dans le jeu dès le début de la pandémie. Analyse de nos spécialistes dans un instant, mais tout de suite notre premier reportage. Un an après le début de l'épidémie, la chauve-souris reste dans le viseur, je vous l'ai dit. Concernant nos animaux de compagnie, l'Organisation mondiale de la santé se veut, elle, pour l'instant, extrêmement rassurante. Constance Meyer, Arthur Lindon, Margot Bachelier. Un an après le début de la pandémie, le mystère demeure sur les origines du coronavirus. Pendant un mois, une équipe d'experts de l'OMS a enquêté à Wuhan. Did you find anything? Anything interesting? Did you find the origins of the coronavirus? Excellent facilities. Sans réussir à percer l'énigme. Après avoir parlé avec des membres de l'équipe, je souhaite confirmer que toutes les hypothèses restent sur la table et nécessitent des études supplémentaires. L'enquête piétine. Pourtant, des suspects ont rapidement été identifiés. Le pangolin, un petit mammifère à écailles menacé d'extinction. Et la chauve-souris, d'après les premières conclusions des experts, ce serait elle, la responsable. Elle aurait transmis le coronavirus à l'homme via un autre mammifère, un complice encore inconnu. Une question préoccupe alors les scientifiques. Y a-t-il d'autres animaux vecteurs du virus ? Les autorités surveillent les élevages d'animaux sauvages positifs et les visons vont en payer le prix fort. L'animal, élevé pour sa fourrure, a transmis le Covid à une dizaine de personnes. La sentence est immédiate. Plusieurs pays ordonnent la mise à mort du mammifère. C'est un cauchemar. Le Danemark, premier exportateur mondial de peau de vison, abat la totalité des bêtes du royaume. Nous abattons actuellement 100 000 visons par jour. Mais nous devons aller plus loin et nous accélérons le rythme maintenant. En tout, 15 millions de visons ont été euthanasiés. Le pays a même adopté une loi interdisant leur élevage jusqu'en janvier 2022. Les animaux sauvages dans le viseur, tout comme les animaux domestiques. À Séoul, en Corée du Sud, nos compagnons à quatre pattes sont soumis à des tests PCR. Récemment, un animal infecté par le Covid-19 a été recensé pour la première fois en Corée. Alors les citoyens sont très anxieux et on a commencé à faire des dépistages. Si le test est positif, les animaux sont isolés pendant 14 jours. En France, 14 millions de chats et 8 millions de chiens n'auront pas à subir ces mesures sanitaires. Allez, mon minou. Dans ce cabinet vétérinaire, on se fie aux conclusions rassurantes de l'OMS. Se dire qu'on est en danger parce qu'on a un animal de compagnie, je dirais aujourd'hui, non. Vous avez des virus, par exemple le virus de la parvovirose du chien, c'est pas le même que celui du chat. Vous avez le virus du coronavirus félin, qui est connu depuis des années. Il n'y a jamais eu de coronavirus chez nous qui provoque une telle épidémie. Donc, je pense que chaque virus a sa cible et que l'animal peut éventuellement être un vecteur passif, mais pas actif. Pour parer à toute éventualité, un laboratoire russe travaille sur un vaccin contre la Covid-19 pour les animaux, une injection destinée notamment aux lapins, chats et visons. Les essais cliniques sont en cours.
Avec nous ce soir pour commenter cette actualité, Farah Kessri qui est vétérinaire éthologue, vous êtes par ailleurs journaliste et l'on vous retrouve notamment dans le magazine de la santé sur France 5. Vous êtes co-auteur avec Michel Simès de Même pas bête, les 5 sens comparant l'homme et l'animal, paru chez Glénat. Laurent Perrin est lui aussi vétérinaire en exercice. Vous êtes le président du syndicat national des vétérinaires d'exercice libéral, syndicat d'experts de l'animal et de ses interactions avec l'homme et l'environnement. Enfin, Emmanuel Ducrot est journaliste environnement au journal L'Opinion. Sur le site internet du journal Covid-19, l'épidémie continue de ralentir dans le monde, ainsi que votre article intitulé Covid-19, ces spécialistes qu'il faudrait aussi écouter, parmi lesquels, bien entendu, nos vétérinaires. Alors, l'OMS se veut... On parle quand même d'une zoonose. En même temps, l'OMS se veut rassurante pour l'instant. Est-ce que vous vous êtes posé des questions et est-ce que vous êtes inquiété tout simplement pour nos amis les animaux quand vous avez vu apparaître cette pandémie qui a traversé la planète? Farah Kessri. En fait, on a surtout regardé les notifications qui ont été envoyées à l'OIE, parce que les vétérinaires regardent plus l'Organisation mondiale de la santé animale. Oui. Et l'Organisation de l'OMS reçoit les avis de l'OIE. Donc, en général, si l'OMS dit un avis, c'est que l'OIE a donné déjà son avis par ailleurs. Et sur la page de l'OIE, on recevait régulièrement les notifications des différents pays. On voyait quels étaient les cas, s'il y avait des chiens, s'il y avait des chats. Il y avait eu surtout les premiers cas en Chine. C'était d'abord des chiens. Après, c'était des chats. Et après, on a découvert que finalement, la transmission entre chiens ne se faisait pas. Oui. Et en revanche, chez les chats, il y avait une transmission entre chats. Mais que la transmission, ces espèces animales, n'étaient pas contaminées par d'autres espèces. C'était vraiment l'être humain qui les avait contaminées. Oui, donc ça, c'était déjà... Ah oui, c'était nous qui les avions rendus malades. Ça, c'était le premier point qui était rassurant pour le milieu vétérinaire. Après, il y a eu d'autres tests sur d'autres espèces animales. On s'est rendu compte que généralement tous les félins étaient un petit peu sensibles à ce nouveau coronavirus, qu'ils pouvaient se les transmettre entre eux, mais toujours pas vers l'être humain. En revanche, quand on a passé au crible un peu les autres espèces animales, et notamment dans les élevages, on a regardé les vaches, on a regardé les volailles, on a regardé les porcs, etc. Il n'y avait pas grand-chose. Chez les visons, oui. Pourquoi les visons? Parce que tout simplement, c'est une espèce qui a aussi des virus respiratoires multiples et qui sont transmissibles à l'homme généralement. Oui. Donc il y a des zoonoses classiques. Et quand vous êtes dans un élevage comme ça intensif, où la promiscuité entre les espèces animales, mais surtout entre les individus, c'est des élevages de reproduction, donc vous avez une maman avec 4 petits, les contacts sont réguliers, le personnel, les personnels, ceux qui s'occupent des animaux sont tout le temps en contact avec eux, même s'ils mettent des masques. Il faut imaginer bien que dans l'atmosphère, il y a une charge virale extrêmement forte. Il y a un degré de promiscuité absolument. On même ne peut quand pas totalement même ignorer. Nous, quand nous avons un masque et que nous restons un certain temps dans la même pièce avec une charge virale qui augmente, il y a un risque. Donc vous imaginez bien dans un élevage aussi intensif. Et c'est vraiment là c'est à ce moment-là qu'on a commencé à un peu alerter, en se dire attention, toutes les espèces ne sont pas du tout à regarder de la même façon. Alors, vous venez de nous dire qu'entre autres, on s'était rendu compte que nos amis les chats transmettaient aux chats. Je peux vous dire que la moitié des téléspectateurs qui nous regardent se disent « Ouh là là, alors il y a des symptômes, est-ce qu'on peut les décrire ?» Parce que là, je peux vous dire, on va faire peur à tout le monde. Les formes cliniques qui ont été décrites chez le chat étaient des formes gastro-intestinales, avec des diarrhées. Mais par contre, il n'y a pas eu de contamination. Le chat qui a des diarrhées, on connaît ça hors le coronavirus. Hors coronavirus. Il n'y a pas de problème. Voilà. Bon. Non, mais c'est le critère qui peut éventuellement... Oui, c'est ça, oui. C'était surtout ça. Les symptômes qui ont été décrits chez le chat étaient ceux-là. J'allais vous dire, par définition, du chat qui vit qui rencontre d'autres chats, ou qui vit dans la rue, ou du chat de gouttière, je ne sais pas. Il faut déjà qu'ils aillent vers l'extérieur, mais la plupart des cas qu'on a eu sur des animaux familiers étaient liés, en fait, à la contamination de leur propriétaire. C'est nous. Oui. Voilà. Nous sommes les auteurs tous les cas. C'est nous qui le transmettons. Soit on a une transmission avec effectivement une reproduction du virus dans l'animal, soit l'animal il peut aussi être porteur au même titre qu'une poignée de porte.
C'est pour ça qu'il avait été recommandé, que nous recommandait aussi aux gens qui étaient positifs, d'éviter le contact entre le malade et l'animal de compagnie. Mais qui ne vous lèche plus le visage. Voilà. Notamment, il ne fallait pas qu'il peut être vecteur de la pathologie pour le reste de la famille. Donc en général, l'isolement de la personne malade concerne aussi les animaux familiers. Bon, moi j'ai un de mes 3 chats qui me lèche beaucoup les mains, mais enfin Oui, mais vous lavez souvent les mains. Si vous Alors ça, vous pouvez compter sur moi. Qu'est-ce que vous pensez de ces inquiétudes qu'on a eues vis-à-vis de nos chats, entre eux et puis entre nous et eux, en fait? Et je pense que ce que ça dit, c'est qu'on doit absolument considérer que la santé, c'est un thème global. Ça ne concerne pas simplement les humains, ça ne concerne pas simplement les animaux dans leur coin. J'allais dire, ça ne concerne même pas simplement les plantes dans leur coin ou l'environnement dans leur coin, dans son coin. La santé, c'est une thématique globale et c'est un thème qui est en train de réémerger de nouveau à la faveur de cette crise sanitaire. Ça s'appelle One Health. C'est un concept qui a plus de 20 ans maintenant, qui a été porté par l'OMS, qui a été porté par l'OIE, donc l'OMS des animaux, qui a été porté par l'Agence de l'ONU pour l'environnement aussi, et qui vise à décloisonner les spécialités et à considérer que la santé doit être une préoccupation globale. Et One Health, un univers. Une seule santé. Et que, disons, les spécialités et les différents regards doivent se fertiliser. Par exemple, on sait que les vétérinaires sont habitués depuis très longtemps aux gestes prophylactiques dans les élevages. Oui. Quand vous allez dans un élevage, on se lave les mains, on change de chaussures, on change de vêtements, on inspecte parfois quand il y a des contaminations jusqu'aux roues des voitures, enfin qu'on désinfecte. Oui. Parce qu'on connaît très bien ces chaînes de transmission-là. C'est-à-dire que le monde vétérinaire est très habitué à ça et peut-être qu'il a des choses à apprendre aussi à la santé humaine sur ces aspects-là. Donc, et de la même manière, ne pas se préoccuper de la santé des plantes, c'est faire courir des risques à l'environnement, c'est faire courir des risques aux animaux et aussi aux humains. Donc il faut considérer que cette santé est vraiment un thème global. Est-ce qu'on vit en zoonose permanente sans le savoir, d'une certaine façon, et sans en voir d'éventuels symptômes? En zoonose permanente, non, mais le risque, il existe toujours. Alors, on va des pathologies virales comme donc là, on évoque le coronavirus, mais par exemple, rien que le parasitisme des animaux familiers, c'est une zoonose classique. Ah oui. Et avec des mouvements, avec des gestes d'hygiène tout à fait classiques, qui est quand les enfants ont caressé le chat et le chien de se laver les mains avant de passer à table, de se porter les mains à la bouche, c'est des gestes d'hygiène basiques. J'entends bien, mais il est clair qu'il faut absolument les rappeler. En tout cas, c'est ce que nous rappelle cette pandémie. Bien sûr. Et quand on parle aussi d'une seule santé, les messages de prévention et sur les gestes barrières, ils ont aussi été fortement développés par les vétérinaires. Oui. On a conservé une activité pendant la crise et pendant le confinement. On a aussi été une très grosse voix vers le grand public qui venait nous voir, qui nous posait des questions, mais aussi quand ils passaient dans nos cabinets, on a adapté aussi la réception de notre public pour garantir la sécurité et de nos personnels et des gens qui venaient nous voir, et ça a permis aussi de favoriser la mise en place de tous ces gestes barrières, le port du masque, l'hygiène alimentaire. Les propriétaires étaient soucieux et venaient vous voir? Alors pas moi personnellement, parce que moi je suis juste à la rédaction du magazine de la santé, mais je peux vous dire que pour avoir reçu pas mal de questions des téléspectateurs concernant les animaux, absolument. Oui, c'était vraiment leur première crainte, qu'est-ce que je fais de mon animal? Est-ce que je peux rendre mon animal malade? Est-ce que mon animal peut être un vecteur? Il fallait absolument les rassurer. Il y a eu une période où des personnes ont lavé leur chien ou leur chat à l'eau de Javel. Oui, c'était voilà, mais ce sont des cas rarissimes, mais c'est des cas rarissimes, mais quand même, ils ont eu lieu. Donc ça montre quand même la frayeur, la crainte des gens. Et quand vous évoquiez tout à l'heure, par exemple, les mesures de police sanitaire qu'effectivement tous les vétérinaires, surtout au niveau rural, pratiquent, les médecins aussi, ils rentrent dans une chambre d'hôpital, ils se lavent les mains et tout. La prophylaxie, c'est pas les vétérinaires qui l'ont inventée. Moi, j'ai tout vu dans ma vie, mais bon. En revanche, on a une médecine qui est un peu plus globale. Les vétérinaires réfléchissent sur une population, sur un cheptel, sur un groupe. Alors que en médecine humaine, on va soigner l'individu. L'individu domine. Exactement. Donc c'est pas le même. Dans la prise en charge. Exactement. Et on va regarder les interactions entre espèces. Par exemple, si un virus, un agent pathogène apparaît sur, je sais pas moi, du bétail, chez l'agriculteur, cet éleveur va avoir aussi peut-être des chiens, il va avoir aussi des porcs, de la volaille, mais on va s'intéresser aussi au fait si cet agent pathogène est sensible, s'il est transmissible aux autres espèces. Et quand on voit ça,
On va réfléchir sur la globalité des espèces. On va même penser si les mouches, les moustiques vont aussi pouvoir propager ce vecteur. Et est-ce que ça va changer de territoire? C'est comme ça que les maladies se propagent et on a cette vision territoriale et nationale. Ce qui n'est pas le cas en médecine humaine. Vous me confortez dans toutes mes frayeurs, Emmanuelle Ducrot. Ce qui est assez intéressant, c'est que parallèlement à la crise sanitaire qui frappe les humains, il y a une crise qui frappe les oiseaux en ce moment même, une épizootie qui frappe les canards et les poulets, etc. Et qu'ils vivent un peu la même chose que les humains, c'est-à-dire que les volatiles de ce pays sont confinés en ce moment même. Ils sont même abattus en ce moment. Ils sont abattus dans certaines zones avec des cercles concentriques. Alors c'est là que la comparaison s'arrête avec la médecine humaine. Heureusement. Mais on a confiné les animaux parce qu'ils ont été contaminés par des animaux sauvages. Donc on est obligé de les contaminer. Et ce qui est intéressant ce dont il est intéressant de se rendre compte, c'est que les vétérinaires ont alerté sur un certain nombre de prises de position politiques. Par exemple, quand on a décidé en Suède de laisser courir le virus, en se disant on va voir, peut-être qu'on arrivera à une immunité collective. Les vétérinaires ont massivement alerté en disant attention, ça fonctionne ce genre de politique si on a 70 à 80% de la population qui a été en contact, ou qui en tout cas a des anticorps. Et on prend le risque de laisser se développer des variants. C'est exactement ce qui s'est produit. Oui, parce que les coronavirus, justement, en médecine vétérinaire, on les connaît très bien. On sait que ce sont des virus qui mutent très facilement. Donc à chaque fois, même quand on arrive à avoir un vaccin, il faut l'adapter. C'est le cas de la bronchite infectieuse de la volaille. Chaque année, il y a un nouveau vaccin qui apparaît. Je reviens juste, c'est parce que je pense que beaucoup de personnes ont dû d'abord y être sensibles et se poser la question, est-ce qu'on aurait pu éviter d'éliminer ces centaines de millions de visons? Est-ce qu'il y avait un traitement qui était d'une quelconque façon utilisable et concernant? Ou alors là, on était dans des conséquences financières telles que le sacrifice des animaux et la crainte de la pandémie fait qu'on était obligé de passer par là. Franchement, les images sont impressionnantes. Hein. Les images d'abattage, quels qu'ils soient, sont toujours terribles. Surtout des abattages en masse comme ça sur des animaux. Après, le problème qu'on a, c'est qu'on a quand même une hiérarchisation à faire entre la santé humaine et la santé animale. D'accord. Et là, effectivement, de toute façon, on n'avait pas de traitement, puisque sinon on l'aurait aussi appliqué en humaine. Et donc là, la nécessité était l'abattage massif, effectivement. Alors c'est vrai que c'est toujours brutal. Excusez-moi, vous n'avez pas choisi vos métiers pour vous retrouver confronté à de l'abattage en masse. C'était toujours un problème. Cette affaire a fait débat au Danemark. Ça n'est pas du tout passé comme une lettre à la poste. Le ministre de l'Agriculture a démissionné. On a pensé, et des spécialistes des coronavirus des visons ont dit que cette décision avait sans doute été prise de manière un peu hâtive. Enfin, je veux dire, cette affaire fait débat. C'est pas du tout une évidence qu'on devait. Non, parce que ça a été élargi à des zones qui n'étaient pas forcément contaminées. Mais tout le monde était plutôt d'accord sur le fait d'abattre les animaux qui étaient dans des zones vraiment positive. Après, je vais peut-être trouver ma question naïve, mais enfin, un jour, est-ce qu'on pourrait vacciner les visons? Pour cette maladie-là, j'en doute. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'il y a un danger de santé publique, on ne laisse pas un foyer animal avec un virus potentiel de zoonose. En général, la politique, quand vous voyez la gestion des dangers sanitaires, quels qu'ils soient, ça m'étonnerait. Gestion du risque donc maximale. Pour les canards, on prend pas de risque. Réponse disproportionnée, enfin... Pour les canards, en tout cas maximale. Il y a l'être humain en haut de l'échelle. Excusez-moi, Emmanuelle Ducrot. Pour les canards, pour la grippe des canards, on pourrait potentiellement les vacciner. Simplement, on ne le fait pas parce que ça ne garantit pas, sur cette maladie-là, je n'étends pas du tout ça, ça ne garantit pas qu'ils ne sont pas porteurs sains. Ça veut dire qu'on ne pourrait pas, pour autant, exporter ces canards-là ou les vendre parce qu'ils pourraient, sur leur chemin, contaminer d'autres animaux. Oui, parce qu'ils sont excréteurs. Voilà. Donc, pour ce vaccin-là en particulier, pour l'influenza aviaire, donc que vous appelez tous la grippe aviaire. Oui. Mais l'influenza aviaire, effectivement, le vaccin va stopper les symptômes, mais le virus va continuer à se développer dans le corps et risque de contaminer d'autres volailles. Donc non, donc ça sert à rien. Ça sert à rien, si je mange un canard contaminé, moi. Aucun risque, aucun risque. Il y a des... Pas avec le variant qui circule. Attention. Bien. Pas avec le variant qui circule, parce que là, en ce moment, c'est le H1N8. Il n'y a pas encore eu de cas humains, mais si ça avait été le cas avec le H1N5 ou le H1N7, ça ne serait pas la même chose. Il y a des maladies... Il y a des maladies animales. Pas par la consommation. Non, pas par la consommation. Il y a un risque. Il y a des maladies animales qu'on gère très très bien avec la vaccination. Par exemple, la maladie de Dojetsky,
qui est une maladie du porc. Elle est tout à fait contenue en France parce qu'on a massivement vacciné les porcs. Il y a un cas de temps en temps quand un porc est en contact avec un sanglier, par exemple, malade, mais cette maladie-là a été contenue par une politique massive de vaccination. Alors, je vous le disais en début d'émission, Thierry Lefrançois fait donc son entrée au Conseil scientifique. Il est le premier vétérinaire à rejoindre le comité. Depuis le mois de mars 2020, les laboratoires vétérinaires, eux, ont toujours été de la partie, en tout cas associés, en effectuant notamment bon nombre de nos tests PCR. Alexandre Hébert, Valentin Jeun, avec Alice Fimbelbauer. Près de Niort, dans les Deux-Sèvres, ce laboratoire vétérinaire est mobilisé depuis plus de 10 mois dans la crise sanitaire. On va rentrer en zone de confinement. On passe le SAS, le deuxième SAS. Là, c'est un laboratoire, une salle où on fait du dépistage de vaches folles, les ESST. Et on va rentrer dans le laboratoire d'extraction des ADN ARN. Spécialisé dans la surveillance épidémiologique animale, il s'est tout de suite porté volontaire pour réaliser l'analyse de tests PCR Covid chez l'homme. Lola est en train de faire des extractions, enfin des préparations d'échantillons en vue du diagnostic de la tuberculose chez les bovins, donc de la santé animale pure, alors que de l'autre côté, on a des échantillons des couvillons nasopharyngés qui sont préparés, que l'on a reçus, identifiés, étiquetés venant du laboratoire d'analyse médicale, et on va faire un dépistage Covid dessus. Chaque jour, les laborantins réalisent entre 1500 et 2000 tests Covid humains. Cela représente désormais 50% de leur activité. Mais pour eux, rien de nouveau. Nous, on a commencé à investir dans notre première machine en 2001 de mémoire. Donc ça fait plus de 20 ans qu'on fait des tests de PCR qui permettent du diagnostic direct, en particulier de virus ou de germes difficiles. Donc on était prêt dès le début de la crise de Covid, à faire ce type d'analyse, parce qu'on les fait déjà depuis 20 ans. Que ce soit pour un pathogène animal ou un pathogène humain, c'est la même technologie. Et les processus de traitement des échantillons, qu'ils soient des matrices animales ou des matrices humaines, c'est les mêmes processus. Donc il n'y avait rien de nouveau pour nous à mettre en place les analyses Covid. Le plus compliqué pour le laboratoire était finalement d'obtenir les autorisations pour réaliser les tests. Une frontière juridique entre animaux, humains et même environnement qu'un collectif de chercheurs, médecins et vétérinaires voudrait voir disparaître. Baptisé One Health, une seule santé. Il demande dans cette tribune une approche plus globale pour mieux anticiper les crises. Quand l'homme, avec son arrogance, sa cupidité et son mépris de la nature, va aller attaquer des milieux naturels, va en sortir des animaux qui sont parfois porteurs de germes, qui sont pathogènes pour l'homme, dont on ignore même l'existence, et qui ensuite les met au contact d'autres êtres humains ou d'autres animaux domestiques, une chaîne infernale est enclenchée et nous fait courir à notre perte. Il faut prévenir ça, il faut approcher le sujet de la santé selon 3 grands piliers, l'humain, l'animal et l'environnement. Il n'y a que comme ça qu'on préviendra une future pandémie. Il y en aura une. Hein. Et si on continue sur le rythme auquel on va à aller détruire l'environnement, il y en aura malheureusement une bientôt. Le message a été entendu. Le conseil scientifique vient d'intégrer pour la première fois un vétérinaire. Thierry Lefrançois est spécialiste en épidémiologie des maladies infectieuses animales tropicales. Après les tests, les autorités sanitaires planchent désormais sur la possibilité pour les laboratoires vétérinaires de produire des vaccins. Mais là encore, cela pourrait prendre des mois, voire des années, à cause des frontières réglementaires. Bon, Laurent Perrin, il était temps qu'on ait un vétérinaire qui rentre au conseil scientifique. Oui, je pense que c'était vraiment nécessaire. Les Allemands sont allés beaucoup plus vite que nous. Dès le début de la crise, ils ont intégré un vétérinaire dans leur conseil scientifique. Les Chinois aussi. Les Chinois aussi, nous disons. aussi, oui. Ça a été très vite. Effectivement, cette vision des médecines de population et de la gestion de grands effectifs, ce qu'on fait régulièrement et pour lequel on est formé régulièrement les vétérinaires, permet d'avoir une approche différente. Le but n'est pas d'aller concurrencer la science médicale, c'est d'apporter une vision qui est différente de celle qu'on évoquait tout à l'heure, qui est la médecine individuelle,
et la médecine des grandes épidémies et la gestion de crises sanitaires, que les vétérinaires font depuis très longtemps. Bah, on l'a compris en voyant ce reportage. Alors, il y en a qu'un, j'ai envie de vous dire, est-ce que c'est le vétérinaire de la bonne conscience? On l'a mis parce qu'on ne pouvait pas faire autrement, ou ça a un sens, et vous dites, oui, c'est suffisant. En tout cas, il en fallait au moins un pour être présent. Oui, je pense vous comprenez ça... ma question? Tout à fait. Non, mais c'est ça, comment dire, on n'a pas besoin d'en avoir 15. On en a un qui a cette vision vétérinaire. Vous savez, dans ce conseil scientifique, il y a aussi des spécialistes. Il y a un anthropologue, de la modélisation mathématique. Enfin, je veux dire, c'est un regard qu'on lui demande d'apporter, parce qu'il y a justement ce savoir-faire vétérinaire de la modélisation de la santé de masse, qui est une chose qui nous a sans doute un peu fait défaut. Alors moi je trouve que c'est pas du tout, c'est ni symbolique ni insuffisant, je trouve que c'est très bien, simplement voilà, c'est un nouveau regard sur la pandémie et on se rend compte qu'on va devoir avoir de plus en plus besoin de regards de spécialistes différents, ça change tellement nos modes de vie. On parle d'un vétérinaire, mais j'ai quand même coutume de dire assez souvent qu'il faudrait aussi avoir des urbanistes par exemple, qui se penche sur à quoi va ressembler la ville qui s'adaptera à la vie avec le Covid. Vous voyez, ce sont simplement des regards nouveaux. En l'occurrence, un regard de santé, même si les vétérinaires ne sont pas considérés en France comme des professions de santé. C'est pour ça que c'était tellement compliqué l'idée d'admettre que les laboratoires vétérinaires puissent faire du test humain. Je veux dire, ça a été une bataille administrative qui a duré des semaines. Ça a été très très compliqué. Farah Kestri, sur l'arrivée de ce vétérinaire. Non, mais en plus, c'est la bonne personne. C'est surtout ça. Peu importe le nombre de vétérinaires dans le comité, c'est vraiment la bonne personne qui a une vraie vision sur une seule santé. Il le défend depuis des années. C'est pas juste un concept pour lui, c'est viscéral, pour avoir lu pas mal de ses interviews. Et vraiment, c'est un spécialiste des maladies émergentes. Oui. Il sait ce que c'est. Vous savez, les maladies émergentes, il y a 75% des maladies émergentes nouvelles qui apparaissent qui sont d'origine animale. Donc si vous prenez chaque année, vous avez 5 nouvelles maladies humaines qui apparaissent, 5 chaque année. Sur les 5, vous en avez 3 qui sont d'origine animale. Alors 3, elles ne vont pas être forcément mortelles, dangereuses et provoquer une pandémie, mais ça veut dire qu'il faut les étudier. Et l'être humain fait partie de la chaîne du vivant. Il n'est pas à part. Et cette transmission-là, et cette vision que l'être humain est au milieu, certes, mais il est au contact des autres espèces animales. On n'est pas protégé par des barrières. La barrière d'espèces est en train de s'effriter de plus en plus parce qu'on est en train de réduire l'habitat de l'animal, on est en train de rapprocher la ligne qui nous séparait, les distances qui nous séparaient avec ces foyers microbiens. Et on ne parle pas que du pangolin ou de la chauve-souris. Non, en plus, le pangolin, il y est pour rien. Là. Oui, en plus, maintenant, il est définitivement innocenté. Oui, absolument. Vous vouliez ajouter quelque chose ? Ce qui est intéressant aussi de l'arrivée de ce vétérinaire, c'est que c'est probablement, et ce qui sera nécessaire, c'est un retour d'expérience sur cette pandémie, c'est que l'inclure ici, ça veut dire que la prochaine fois, on aura peut-être d'emblée les laboratoires vétérinaires qui se rentreront en piste, un vétérinaire dans le comité scientifique. C'est ça qu'il faut maintenant. On a passé cette crise. Je veux juste vous faire remarquer que je pense que beaucoup des téléspectateurs qui ont vu ce reportage découvrent que nos laboratoires qui traitent en permanence notamment du travail vétérinaire étaient de la partie qui sont parfaitement efficaces, que ce sont en gros exactement les mêmes tests et qu'ils ont été depuis le début au cœur du dispositif. Depuis avril. Ça a été un petit peu compliqué au début. C'est parce que les labos vétérinaires... On a bien besoin d'eux. Mais oui, parce qu'on a l'habitude de traiter sur des populations. C'est des élevages intensifs. Donc vous imaginez bien, donc forcément, le nombre est une habitude. Alors, est-ce que vous savez qu'on a en France, les vétérinaires contribuent déjà à notre santé humaine d'une autre manière. On a en France un dispositif qui s'appelle SAGIR, qui est un dispositif de surveillance des maladies de la vie sauvage. C'est-à-dire que si vous, par exemple, un chasseur, ça fonctionne avec les chasseurs, découvre un cadavre d'animal qui a une drôle de tête, enfin, ou qui voilà. Généralement, il alerte les prélèvements sur terrain. Il alerte les vétérinaires locaux qui sont en réseau pour surveiller toutes les émergences un peu étranges de choses qui se passent. C'est comme ça qu'on a détecté les premiers animaux oiseaux malades de l'influenza aviaire. C'est-à-dire qu'on sait très en amont que la maladie va arriver parce qu'on a trouvé des cadavres d'animaux. Alors, pour la peste porcine, ça va être les sangliers sauvages. Pour les tuberculoses, pareil. Une surveillance permanente de la tuberculose en faune sauvage aussi. Ils ont aussi un rôle qui est celui de séparer la faune sauvage de la faune domestique. C'est-à-dire que, par exemple, il y a une grande attention qui est portée au fait que les points d'eau ne soient pas partagés entre les animaux. Parce que c'est un vecteur de transmission de maladies. C'est logique. Voilà.
Bon, bah donc vous êtes de la partie depuis longtemps en fait. Oui, mais on ne s'écoute pas. Alors il y a une forme de... Allez-y, il y a un peu de dépit. Non, en tout cas, je peux vous dire... il y a un peu de dépit, moi, j'ai vraiment le sentiment de... Quand j'entends les collègues qui sont sur le terrain, qu'on ne les considère pas suffisamment comme le personnel soignant, comme un membre à part entière de la chaîne de soins. On a un rôle de santé publique qui est majeur. Et ça, on l'oublie. On oublie que le vétérinaire, c'est juste le vétérinaire du cabinet, du chien, du chat. Mais non, c'est même ce qui arrive dans votre assiette, c'est le vétérinaire inspecteur qui vérifie. Et les techniciens, etc. Donc oui, on est partout, mais... on ne sait pas qu'on est là. Vous avez eu un très joli lapsus puisque vous m'avez parlé de la chienne de soins. Ce qui moi, me rassure tout à fait. La chaîne de soins, oui. On a franchi une étape, si je comprends bien, même dans la compréhension réciproque des métiers des uns et des autres et de l'utilité reconnue. Et puis, l'idée de la chaîne. Le travail en commun, oui. Alors effectivement, vous parliez d'un dépit. Non, il semble qu'il y a une méconnaissance des médecins. Alors est-ce que c'est une méconnaissance, est-ce que c'est une non-reconnaissance du niveau des vétérinaires ? Et on a l'impression qu'ils ont perdu une concurrence. Il n'y a pas de concurrence. Les généralistes en ce moment font la gueule parce qu'on finira, on sera bien obligé à un moment de demander à nos pharmaciens de nous vacciner, ce qu'ils font à longueur d'année contre la grippe, et leur aide sera forcément à un moment ou un autre nécessaire. Sauf que pour l'instant, on sait très bien que les syndicats de médecins sont contre. Donc oui, vous savez très bien que ça se passe comme ça, et à mon avis beaucoup mieux que moi, non ? Oui, et puis voilà. Mais il y a la réserve sanitaire, il y a 4000 vétérinaires qui se sont inscrits dans la réserve sanitaire. Il n'y en a pas un seul qui a été appelé. Non, et puis au niveau national, ça c'est quand même... il y a plein de vétérinaires qui ont prêté du matériel dans les hôpitaux, du matériel de réanimation qui était adapté et qui pouvait être customisé pour travailler en humaine. Ça s'est fait en direct avec les hôpitaux. Les ARS ont eu énormément de problèmes à gérer. Moi, j'ai donné... et j'ai fourni des casaques de protection, des masques, des gants, des surchaussures. Parce qu'on a ça dans les abattoirs. Pour les visiteurs extérieurs à l'abattoir, on les protège. Et aussi pour protéger la chaîne alimentaire. Moi, j'ai réquisitionné auprès de mon maire dans l'abattoir municipal où je suis inspecteur, les tenues des visiteurs pour les donner dans un EHPAD. J'ai réquisitionné et on a commandé, les vétérinaires ont commandé des blouses qui nous permettent de nous protéger quand on fait des accouchements de vaches. Oui. Pour les EHPAD, pour que les gens aient des tenues de protection, parce qu'il n'y avait plus de tenues de protection. Mais tout ça ne s'est pas fait, en plus, avec une organisation qui était nationale. C'est à l'EHPAD, parce que comme je soigne le chien et le chat dans 2 EHPAD, ils ont dit, tiens, on va téléphoner à Valençay pour savoir s'il peut nous en fournir. L'abattoir, c'est par le biais d'un attaché parlementaire que j'ai rencontré au Salon de l'Agriculture où on a parlé, et qui a dit, tiens, je l'appelle. Et c'était de la connaissance directe de gens qui a fait qu'on a géré ça. C'est pas logique. Alors c'est une des rares bonnes surprises de la pandémie. Les Français abandonnent moins apparemment leurs animaux et le refuge voit grimper les adoptions. En cause, le confinement et le télétravail. Lina Bensenussi. C'est le grand jour pour Aurélie. Cette Parisienne se rend à un refuge de la SPA pour adopter un chat. Bonjour. Alors c'est pour Fennel, c'est ça? Oui, exactement. On va aller le chercher? Oui, le loulou. C'est sur le site internet de l'association qu'elle a eu un coup de cœur pour Fennel. C'est enfin l'heure de la rencontre. C'est trop lourd. Il a les trop beaux yeux. Premier contact avec sa nouvelle propriétaire. Le chat est un peu craintif. Oui, c'était bien marqué qu'il était timide. Ouais, un peu. Donc timide, oui, mais affectueux par la suite. Hein. Ouais, de toute façon, on va lui laisser le temps de s'habituer. Vous voyez là, les caresses, il les apprécie. Oui. Donc là, même avec le Covid, on a quand même réussi à placer énormément de chats et de chiens. Ouais. Donc ce qui est très bien, et on a même moins d'abandon en ce moment. En 2020, moins de 4 animaux adoptés sur 100 ont fait l'objet d'un retour. Un chiffre historiquement bas pour l'association. La SPA privilégie l'adoption responsable. Un système où les profils des adoptants sont soigneusement étudiés pour correspondre au mieux aux besoins de l'animal.
Donc je vais vous laisser signer ceci. Oui. Donc il y a le contrat d'adoption qu'il faut lire et signer, l'engagement de l'adoptant et l'attestation de versement. D'accord. Donc au niveau des frais d'adoption, du coup, c'est ce que vous voulez. C'est un don libre de votre part, étant donné que, comme je vous ai déjà dit, c'est un sauvetage que vous réalisez. Donc, du coup, j'ai choisi de prendre un chat qui est un peu âgé et qui a une maladie parce qu'en soit en intérieur et d'avoir un appartement, c'était pas rédhibitoire. Et puis ensuite, le fait qu'il soit âgé, c'est aussi parce que nous, on n'a pas de projet de déplacement, donc ça va pas le bouger. Et du coup, je sais que ce sera un lieu dans lequel il pourra être tranquille jusqu'à la fin de ses jours. Vis-à-vis des gens qui sont seuls chez eux, ils ont besoin d'une présence, donc ils viennent facilement au refuge pour chercher des chats ou des chiens. Donc nous, ça nous conforte aussi du fait que les personnes, du coup, sont plus présentes chez eux. On aura plus confiance à faire partir le chien dans une famille où quelqu'un est en présence permanente que dans une famille où personne n'est absente toute la journée. Carrément. Le télétravail, un mode de vie idéal pour adopter un animal de compagnie. Et puis je pense qu'il sera bien. De retour à la maison, le nouveau pensionnaire prend ses marques. En fait, avec le télétravail et le confinement, on est très présent dans l'appartement. Comme ça, on est présent à la maison pour le chat. Et voilà, et nous aussi, du coup, on est content d'avoir un animal qui est là, quoi. Ça amène une petite joie de vivre quand même, un petit truc dans le quotidien qu'on peut avoir perdu depuis le confinement, depuis la pandémie en général. Dans ce refuge de banlieue parisienne, on compte près de 80 chiens abandonnés, en attente d'être adoptés. Ninon, employé sur le site, s'occupe d'eux avec soin. Bon ouais, on fait des petits bisous. Pour certains chiens malchanceux, la fin du confinement a été synonyme d'abandon. Là, je vous présente Rocky, donc magnifique berger blanc suisse, abandonné depuis peu, acheté pendant le premier confinement. Et les personnes n'ont pas trouvé le temps apparemment de côtoyer des éducateurs canins. Donc pour eux, le chien n'est pas éduqué, donc le chien n'est pas gérable, et donc ils ont contacté la SPA pour l'abandonner. Rocky là, le fait qu'ils se retrouvent en refuge, c'est une conséquence de l'achat comme ça compulsif, sans tenir compte de ce que ça implique derrière. Donc une adoption pas vraiment responsable, un achat pas vraiment responsable pour le coup. Pour éviter les abandons sauvages, les refuges SPA sont restés accessibles durant les restrictions sanitaires. Ce dispositif a permis de sauver 2000 animaux pendant le premier confinement. Alors, je précise quand même que les chiffres sont plutôt optimistes, c'est-à-dire qu'on a le cas là de Rocky qu'on vient de voir, mais globalement, en ce moment, les gens adoptent, tout le monde n'a pas foutu son chien dehors ou son chat au début de la zoonose. Que vous inspire, alors en dehors de ces abominations que vous nous rappeliez, c'est-à-dire ceux qui ont passé leur chat ou leur chien à l'eau de Javel au début. C'est rare. Oui, voilà, qui sont extrêmement rarissimes. J'ai l'impression que dans ce reportage, on comprend qu'ils se rapprochent de nous et qu'on se rapproche d'eux dans ces circonstances, ne serait-ce que parce qu'ils sont une vie à la maison, qui fait un bien fou, non? On est en manque de contact. Il est important de le rappeler. Mais c'est qu'on est en manque de contact. Donc c'est tout à fait logique que les personnes recherchent ce contact avec un animal, ce retour à la nature. On a besoin de retourner à la nature. On s'est rendu compte lors du premier confinement que ce ralentissement, ce retour de la nature, le fait qu'on entendait à nouveau les oiseaux chanter, ça nous a tous fait du bien. Oui. Et Emmanuel Ducrot? J'ai pas grand-chose à dire sur ce thème-là. Je suis désolée. Vous avez le droit. Non, mais hormis de dire qu'un animal c'est pas un jouet et que c'est une adoption. On réfléchit avant de l'adopter et voilà. On a eu un réel rapprochement des gens avec leurs animaux. Moi, je le crois, oui. Là, on est vraiment au-delà. Les gens sont allés chercher un animal. Mais même nous, on a ressenti dans les cabinets vétérinaires. Moi, depuis le confinement, les gens médicalisent plus leurs animaux, sont plus attentifs, sont plus aux petits soins avec leurs animaux, encore plus qu'ils n'étaient avant. Ah oui, c'est net. Ils sont plus alertes. C'est net. Et en particulier les gens qui vivent seuls. Qui, là, n'avaient plus aucun contact social et l'animal de compagnie. Alors, on connaît déjà ça d'avance, avec les personnes âgées, les veufs, les veuves qui gardent le chien du conjoint disparu. C'est un déchirement. Et les gens sont extrêmement attachés à leurs animaux. Et je pense qu'effectivement, le fait qu'ils aient vécu avec eux pendant longtemps, avec le télétravail, avec le confinement, ça les a rapprochés. Et ce lien homme-animal, de toute façon, il est majeur. Il est majeur. Et même au-delà, on peut même aller au-delà avec les chiens de SDF qu'on voit souvent sur Paris en particulier, où ce lien il est très très important.
C'est un lien qui permet... lien avec la société. Ouais, ça leur permet de se heureusement resocialiser. Il y a des vétérinaires bénévoles qui soignent ces chiens-là. Ouais. Il y a des associations qui Il y a s'en occupent beaucoup maintenant. d'associations, d'ailleurs pas mal de dispensaires, même d'étudiants vétérinaires, qui vont dans la rue et qui soignent et qui prennent soin justement de ces chiens. Parce qu'en plus, c'est vraiment le dernier lien avec la société. On se rend compte que ces personnes donnent le peu qu'ils ont à leur animal. C'est d'abord leur animal. D'abord leur animal. Si ça doit nous servir, comment dire, j'ai rien à dire sur les animaux domestiques, mais il faut qu'on prenne soin de notre système vétérinaire aussi. On se rend compte avec cette pandémie et tout ce qu'on vient de dire que c'est extrêmement important d'avoir un système vétérinaire qui fonctionne bien. Et la France est en manque de vétérinaires, c'est-à-dire qu'on n'en forme pas assez. Il en manque entre 4 et 8 000 selon les estimations. C'est énorme, entre 4 et 8 000. Bien oui, bien sûr. 4 000, c'est sûr. Il y a des quotas annuels de formation? Exactement. Il y a un numerus clausus comme pour nous. Non, le numerus clausus, il n'est pas à l'installation. Non, il est à la rentrée dans les écoles vétérinaires et c'est relatif puisque avec la libre circulation des diplômes, tout vétérinaire formé en Europe peut venir s'installer en France. Donc il n'y a pas de réel problème. On a un problème surtout d'installation de ces vétérinaires en médecine vétérinaire. Le fait aussi qu'au bout d'un certain temps, les vétérinaires changent de métier. Ça, c'est générationnel. Les vétérinaires changent de métier. Qu'est-ce qui vous prend? Non, mais comme tout le monde, vous savez, il y a des carrières. À un moment donné, on a envie de changer de métier. Donc, je pense qu'il y a à peu près 40% des vétérinaires qui, au bout de 3-4 ans, changent carrément de profession. C'est énorme. Donc, ça veut dire que vous les formez et après, vous investissez. Eux aussi investissent. Et une fois dans la vie professionnels, ils se rendent compte qu'ils ne pratiquent plus forcément la médecine qu'ils rêvaient. Qu'il y a la difficulté d'un métier libéral, qu'il y a la difficulté du rapport aussi avec le professionnel, avec le propriétaire. Oui. C'est un métier qui est... Et la disponibilité horaire. Enfin, voilà. C'est très un vétérinaire, elle me prend à 20h30 le soir, donc je ne sais même pas comment elle fait. Enfin, voilà. C'est samedi, pareil. C'est très difficile de recruter. Les vétérinaires, s'ils tiennent, ils tiennent maintenant parce qu'ils sont passionnés par leur métier et que voilà, c'est ce lien, ils ont ce rôle, cette mission d'être le lien entre le monde animal et le monde des humains. Oui. Donc on est une espèce de passerelle et cette passerelle-là, elle est vitale. Elle est vitale et après... Sachant qu'il y a le vétérinaire des villes et puis le vétérinaire des champs, c'est pas tout à fait le même univers. C'est pas le même univers, mais le vétérinaire des champs, maintenant, il travaille beaucoup avec les animaux de compagnie. Oui, c'est ce qui fait tenir souvent le réseau vétérinaire. On parlait du réseau d'épidémiosurveillance sur les espèces, les grands animaux. Et actuellement, la médecine rurale, qui est avec la baisse du nombre de troupeaux et tout ça, on commence à avoir un problème d'activité rurale. Et heureusement qu'on a l'activité canine qui soutient les cabinets vétérinaires. Et il y a aussi... On a des cabinets maintenant, la plupart des cabinets, ils ont une activité canine qui est supérieure à leur activité rurale. C'est ce qui leur apporte l'argent, on est bien d'accord. Parce que le problème, c'est qu'actuellement, c'est un peu ce qui perfuse la rurale. Voilà, parce que l'éleveur, lui, parfois, il ne peut pas payer les soins. Donc heureusement je vois la logique. Voilà. Et par contre, le maintien des gens dans l'activité rurale et sur tout le territoire, c'est effectivement, il faut sauver aussi le maillage vétérinaire rural. Il y a ce maillage vétérinaire rural qui est crucial, et puis il y a aussi ces vétérinaires qu'on ne voit pas, c'est-à-dire tous les vétérinaires qui travaillent dans les abattoirs, qui travaillent dans notre industrie agroalimentaire, qui travaillent dans les services de douane, par exemple. Ce sont des services qui recrutent beaucoup de vétérinaires, et on a vu, par exemple, qu'avec le Brexit, il a fallu en recruter 400. Puisqu'on a rétabli des contrôles à la frontière, des contrôles vétérinaires. Ces vétérinaires-là, ce sont des vétérinaires qui sont cruciaux pour notre santé à nous, humains. Donc il faut avoir aussi conscience de ça. Je me rends compte en tout cas ce soir en vous écoutant que le métier de vétérinaire il est multiple. Et d'une multiplicité absolument incroyable. On est partout. Un diplôme des métiers. Ils sont partout. Merci beaucoup en tout cas d'avoir participé à cette émission. On fêtait récemment aussi la Saint-Valentin des animaux. J'ai trouvé ça charmant. Donc pourquoi ne pas l'évoquer aussi ce soir? Merci à tous.